Une jeune femme talentueuse qui s'est fait assassiner par quelqu'un de proche en juillet 2013, c'est l'affaire de Jessie Blodgett. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter du cas de Jessie Blodgett, une jeune femme extrêmement talentueuse qui a connu un destin tragique. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, un petit commentaire, en vous abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait, d'activer la petite cloche de notification pour être prévenu à chaque sortie de vidéo. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Avant de vous parler du drame, je vais vous présenter rapidement Jessie Blodgett et sa famille. Jessie, que tout le monde appelait Jess, est née le 22 mars 1994 dans la banlieue d'Atlanta, située en Géorgie, de ses parents Buck et Joy Blodgett. Ses parents s'étaient mariés le 2 novembre 1985, après que Buck ait obtenu son diplôme, un doctorat en médecine. Joy, de son côté, était chiropracteur et avec son mari, ils avaient énormément de choses en commun. Ils faisaient un couple formidable qui n'aspirait qu'à élever leurs enfants dans les meilleures conditions possibles. Ils étaient tous les deux des personnes empathiques, intelligentes, tournées vers la santé, le bien-être, la culture et également la musique. Lorsque Joy est tombée enceinte de Jessie, elle s'était engagée à avoir un accouchement à la maison, dans leur domicile à Atlanta, ce qui est une chose vraiment très courageuse, d'autant qu'elle a décidé de le faire sans péridurale. Jessie est donc née le 22 mars 1994 au domicile de ses parents, en compagnie d'une sage-femme nommée Cynthia. Enfin parent d'une adorable et magnifique petite fille, la famille a décidé de déménager dans la ville de Hartford, dans le Wisconsin, dans un quartier où il fait bon vivre pour élever des enfants en toute sérénité. Hartford est une petite ville avec une population d'environ 15 000 habitants seulement, qui se situe à la périphérie de la zone métropolitaine de Milwaukee, à environ 40 minutes du centre-ville. Buck et Joy ont ensuite lancé ensemble une entreprise à proximité appelée Blett Family Chiropractic, qui a fonctionné dans la région de 1996 à 2003. Puis ils ont continué à travailler dans diverses cliniques de chiropracteurs au fil des années. Buck a travaillé pour Chiropractic Wellness Group et Joy est devenu propriétaire de Hartford Chiropractic. Le couple Blodgett travaillait très dur, et c'est très naturellement qu'ils ont inculqué la même éthique de travail à leur fille. En grandissant, Jessie suivait des groupes au centre d'art, elle était une enfant très douée, très prometteuse en première année, et les autres années aussi, je vous rassure. Mais Jessie avait vraiment un temps d'avance sur les autres élèves. Par exemple, pendant que d'autres enfants étudiaient des mots très simples comme sport ou basketball pour leurs tests d'orthographe, Jessie, elle mémorisait des mots comme métamorphose ou encore anesthésiste. Jessie était tellement douée et en avance sur les autres élèves qu'elle avait carrément exprimé à ses professeurs qu'elle s'ennuyait terriblement en cours, que le programme était beaucoup trop lent pour elle. Excuse-nous Jessie. De ce fait, ses professeurs ont dû lui proposer un programme séparé des autres élèves, ainsi que des devoirs et activités à réaliser chez elle. En plus de ses cours supplémentaires, la jeune Jessie prenait des cours de piano, où là encore, elle excellait sans grande surprise. En grandissant, Jessie est allée à la Central Middle School, et c'est là qu'elle a commencé à chanter dans une chorale, à jouer dans une pièce de théâtre, et aussi à jouer du violon dans l'orchestre. Oui, rien que ça, en plus de ses cours, je vous le rappelle. Jessie avait pas mal d'amis, notamment grâce aux cours de musique. Elle savait bien s'entourer et surtout s'entourer de personnes ayant les mêmes centres d'intérêt qu'elle et aussi la même éducation, ce qui aide énormément. Les années sont passées et Jessie, devenue une adolescente, a commencé à fréquenter le Hartford Union High School où là encore, elle avait un très grand groupe d'amis très soudés dont elle ne se séparait jamais. L'adolescente a été décrite comme une jeune fille heureuse, passionnée, pleine de vie avec un sourire constant sur son doux visage. Une de ses amies, Anna,
la considérait d'ailleurs comme la sœur aînée qu'elle n'avait jamais eu la chance d'avoir. Jessie était le genre d'amie toujours présente pour vous, à qui on pouvait parler sans crainte de jugement de sa part, mais surtout qui savait vous remettre dans le droit chemin, vous dire ce qu'elle pense honnêtement sans avoir peur de vous blesser, parce qu'elle voulait avant tout le meilleur pour vous. Et puis de toute façon, Jessie savait tellement bien s'exprimer qu'elle avait beau vous dire parfois des choses qui potentiellement auraient pu blesser, et bien finalement personne ne le prenait de la sorte. Jessie tenait d'ailleurs probablement cette qualité de ses parents, parce que Joy et Buck avaient une philosophie de vie selon laquelle aucune conversation ou question n'était interdite. Avec leur fille, ils parlaient facilement de drogue, d'alcool, de sexe, de politique, et ils ont toujours encouragé des débats sains. Ils voulaient pouvoir parler ouvertement et honnêtement avec Jessie de toutes sortes de sujets, car ils voulaient justement que cette dernière grandisse avec un esprit ouvert, élargi, et puisse établir des relations et se lier d'amitié avec toutes les personnes qu'elle pouvait rencontrer, peu importe leur milieu, leur passion, ce qu'ils désiraient faire de leur vie, et cette approche a permis à Jessie de se développer de la meilleure des façons, en étant vraiment un être humain extraordinaire. La jeune adolescente avait énormément d'empathie, de compréhension avec les autres, et mettait systématiquement l'accent sur la compassion, aimant par-dessus tout les débats passionnés, toujours dans le respect de la vie de l'autre. Et ce genre d'humain, franchement, on aimerait en croiser tous les jours, et surtout en voir un petit peu plus. Jessie pensait que tout le monde l'aimait et que le monde était à elle, et n'attendait qu'une seule chose, d'être explorée. Alors Jess a donc aimé tout le monde en retour, un peu naïvement, c'est vrai. Mais ses yeux se sont ouverts tôt dans son adolescence, et elle a vu l'obscurité qu'il pouvait y avoir chez certaines personnes et également dans le monde. À un jeune âge, elle est devenue indignée par l'intimidation et l'injustice. Elle a développé une forte conscience sociale et une philosophie personnelle, s'est battue avec véhémence pour toutes les causes qui la touchaient. La jeune adolescente est devenue alors une ardente défenseuse des droits des animaux, de l'environnement, de la justice sociale et, en fin de compte, et surtout ironiquement, de la violence à l'égard des femmes. L'un des amis de cette dernière, avec qui elle adorait par-dessus tout avoir des débats, était un certain Daniel Bartelt. Les deux adolescents sont même sortis ensemble pendant environ 3 mois pendant sa première année de lycée, mais à l'époque, ils étaient jeunes et Daniel a mis fin à cette relation. Malgré cette séparation, ils sont restés amis et ils se sont assis l'un à côté de l'autre dans leur classe d'orchestre. Daniel était le premier chef d'orchestre et Jessie était la deuxième chef d'orchestre. Les deux adolescents se sont tous les deux donnés à 100% dans leur rôle, visant alors l'excellence. Ils avaient une compétition saine entre les deux, qui adoraient se lancer dans des débats bruyants pendant la pause déjeuner, mais ils s'amusaient surtout énormément. De plus, leur connexion s'étendait bien au-delà des débats intellectuels. Ils avaient aussi une profonde passion pour faire de la musique et surtout d'en jouer ensemble lorsqu'ils avaient l'occasion de se réunir. Pendant leurs études secondaires, Jessie et Daniel ont d'ailleurs collaboré pour créer de belles mélodies ensemble. En partageant un amour commun pour la musique, ça leur a permis de créer ensemble des morceaux qui étaient vraiment incroyables et appréciés de beaucoup de personnes. Daniel était un garçon qui avait un charisme qui attirait naturellement les gens vers lui. Il avait une personnalité magnétique que d'autres ont trouvé très captivante, en particulier Jessie, ce qui a rendu le jeune garçon très populaire. Plus tard, Jessie avait commencé à sortir avec un autre garçon, qui s'appelait Nick, qui était un joueur de football et un lutteur qui était franchement très différent de Daniel, ce qui ne veut pas dire qu'il était moins bien que lui, rien à voir, juste ils étaient deux personnes très différentes. Leur relation a duré quasiment tout au long du lycée, ils étaient très amoureux l'un de l'autre, durant 2 voire peut-être 3 ans, mais ils ont fini par se séparer à la fin de leur dernière année de lycée. En effet, tout le monde se préparait à aller en études supérieures, et de par la distance et leur nouvelle vie qui allait commencer, ils ont préféré mettre un terme à leur idylle avant que ça ne devienne trop compliqué pour eux de tout gérer, et de finir pourquoi pas une relation en mauvais termes, ça n'aurait servi à rien, alors ils ont préféré agir avec vraiment un certain recul et une maturité que tout le monde n'a pas forcément. Sans surprise, de par son excellence à tout point de vue, la jeune Jessie a été admise au programme d'éducation musicale de l'université de Milwaukee,
et a commencé, en parallèle, à travailler comme serveuse à temps partiel après ses cours pour payer ses factures. Oui, parce que quand bien même elle faisait partie d'une famille aisée, vous vous en doutez, 2 parents qui sont issus de la médecine, eh bien pour autant, ils lui ont toujours appris à être indépendante, et ce, même à l'université. Ok, ils acceptaient de payer ses études qui coûtaient beaucoup d'argent, hein, ça reste dans tous les cas les États-Unis, mais à côté de ça, elle devait aussi faire ses preuves que tout n'était pas acquis dans la vie. Bon, après, il savait très bien que Jessie était une fille qui travaillait énormément, elle a toujours été une grande bosseuse depuis qu'elle était jeune, mais pour aller dans la continuité de leur éducation, eh bien, c'était à elle de travailler malgré ses études pour pouvoir payer ses factures et subvenir à ses besoins. Et personnellement, je trouve ça vraiment génial de la part de ses parents de lui avoir inculqué une telle éducation. Avant sa 2e année d'université, elle a reçu une bourse de talent pour ses capacités en piano, en violon et en chant, et s'est également vue proposer un emploi de mentorat pour des étudiants de Milwaukee issus de milieux défavorisés. Bien sûr, Jessie était plus qu'excitée d'accepter ce travail au semestre d'automne, et son aventure en tant qu'étudiante avec succès ne faisait que commencer. Jessie était très indépendante depuis qu'elle avait commencé l'université, se débrouillait sans l'aide de ses parents, bien qu'elle était toujours très proche de ces derniers. Lors de son retour à la maison depuis l'université, elle avait raconté à sa mère que rien n'allait bien dans le monde, et discutait d'à quel point elle se rendait compte que parfois, l'être humain pouvait être mauvais. Alors, elle ne disait pas ça d'un air fataliste ou triste, ni même pour se plaindre. Juste, c'était un constat et elle aimait pouvoir en parler pour ainsi, justement, en débattre avec sa mère et pourquoi pas, trouver des solutions pour rendre le monde meilleur. Jessie avait malheureusement eu des amis à l'université qui s'étaient ouverts à elle et avaient parlé de leur expérience de violence sexuelle qui, à l'université ou ailleurs, que ce soit à l'école, au travail, en soirée ou parfois même dans la rue, arrive malheureusement à beaucoup de gens. La jeune femme ne pouvait tout simplement pas comprendre comment des personnes pouvaient être si violentes et méchantes, se rendant compte d'à quel point c'était injuste que l'on puisse subir de tels événements. Pour elle, qui était d'une bonté naturelle, il était inconcevable que des gens puissent faire ça à d'autres personnes, et elle ne voulait qu'une seule chose, changer ses façons de faire en rendant le monde meilleur. Jessie croyait justement qu'en enseignant la musique, c'était la meilleure façon pour elle d'essayer de faire évoluer les gens, en particulier les hommes qui sont majoritairement coupables dans le cas des agressions sexuelles. Le rêve de Jessie était de devenir chef de chorale pour un lycée ou un collège, un programme dans lequel elle pourrait établir un lien profond avec les étudiants et les motiver à écrire des chansons qui disaient quelque chose qui avait un message. Et espérons-le, ce message aurait été suffisamment fort pour être plus que simplement musical. Jessie avait carrément une vision à long terme. Devenir directeur de chœur d'une école secondaire ou d'université, toucher au moins 100 jeunes talentueux étudiants par an pendant au moins 40 ans, en utilisant la musique pour avoir un impact sur les gens et ainsi changer le monde. Utopiste, certes, mais au moins elle faisait partie de ceux qui voulaient avoir un réel impact et vraiment faire changer les choses, au-delà de juste dire que le monde est cruel. Et ça, c'est tout à son honneur, et ça montre encore une fois la bonté qu'avait cette jeune femme. En 2013, Jessie allait entrer en 2e année à l'université du Wisconsin à Milwaukee. La jeune femme s'était donc vue offrir une bourse de talent pour son excellence dans le programme d'éducation musicale, lui permettant d'arrêter son travail de serveuse et dans le même temps, de lancer sa propre entreprise en enseignant le piano, le chant et le violon à des jeunes à Hartford, profitant de son retour chez ses parents pour l'été pour aider de jeunes collégiens dans leur pratique musicale. D'ailleurs, Jessie a eu pas mal de demandes très rapidement, 26 étudiants en seulement 2 mois, tant elle était talentueuse et reconnue pour ce dit talent. Jessie avait réussi à être prise pour la production de Fiddler on the Roof dans le rôle de la violoniste, un rôle très prisé par les musiciens. Mais avant que les représentations à guichet fermé ne commencent, elle avait un peu de temps pour elle en dehors des cours particuliers qu'elle donnait à ses élèves. Oui, cette jeune femme a un planning extrêmement chargé, de toute façon est-ce étonnant avec toutes les compétences qu'elle avait.
Jessie, durant son temps libre au début de ses vacances d'été, travaillait sur ses chansons originales avec lesquelles elle collaborait avec des amis au moins une fois par semaine. Généralement, un ami du lycée nommé Yann ou encore Daniel, son ex-petit ami devenu son meilleur ami avec qui elle a tissé des liens pendant de longues années. La jeune femme veillait souvent tard la nuit, passait du temps avec des amis, gagnait de l'argent, faisait de l'art et profitait au maximum de son temps libre. Et je me demande comment elle faisait pour avoir encore du temps libre avec tout ce qu'elle faisait, même moi en n'ayant qu'une seule activité, j'ai du mal à en trouver. La semaine de représentation pour Fiddler on the Roof était la deuxième semaine de juillet, et la première représentation de Jessie a eu lieu le vendredi 12 juillet, où elle a encore une fois, sans surprise, fait un travail incroyable, c'était un réel succès. Le lendemain, le samedi soir, c'était également une réussite, et le dimanche 14, Jessie s'est levée tôt pour la matinée malgré qu'elle ait dormi tard, et a passé une journée à répéter pour sa représentation du soir. La journée est passée, la représentation a eu lieu, et encore une fois, ce fut un franc succès. La salle qui était pleine était plus que comblée de cette soirée, et Jessie aussi. Son amour pour les projecteurs n'était un secret pour personne, et en retour, le public ne pouvait que l'adorer et l'acclamer. Après les saluts finaux, la distribution et l'équipe se sont réunis pour une fête au bord de la piscine afin de célébrer le succès de leur adaptation de la comédie musicale populaire. C'était le week-end d'ouverture, c'était donc super excitant pour les artistes. Bien qu'ils avaient encore un autre week-end de spectacle à faire, le casting a été plus que soulagé de ce lancement qui s'est déroulé à merveille. Les premiers spectacles sont toujours ceux avec le plus de difficultés techniques, il faut encore gérer 2-3 trucs, réussir à prévoir certains imprévus, et pour célébrer leur réussite, ils avaient naturellement choisi de faire une fête après le spectacle. Lors de cette soirée, Jessie est vue en train de sourire, elle a l'air de s'amuser, et digne des soirées américaines un petit peu what the fuck, il y avait une ferme avec des lamas et d'autres animaux. Jessie a passé toute la soirée à nager et à discuter avec ses amis, tout le monde a fait la fête toute la nuit, et avant que cette dernière se termine, Jessie est rentrée chez elle à bord de son break Saturn argenté. La jeune femme a vu sa mère Joy avant d'aller se coucher, puisque cette dernière avait en fait attendu sa fille avant d'aller elle-même dormir. Même si Jessie était une adulte âgée de 19 ans, sa mère l'attendait toujours. C'était une routine qu'elles avaient, et elles ont pu discuter un petit peu avant d'aller se coucher. Toutefois, sans surprise, Jess semblait fatiguée, exténuée, voire même un petit peu agacée, irritée, mais comme elle a eu un très long week-end, plus qu'éprouvant, c'est le cas de le dire, Joy a juste pensé qu'elle était épuisée et qu'au pire, si quelque chose la tracassait, qu'elles en parleraient probablement davantage le lendemain matin. Et avant de se coucher, Jessie a tout de même confié à sa mère Joy que 2 hommes à la fête, tous deux dans la quarantaine, donc plus de 20 ans que cette jeune femme, lui avaient fait des avances. Elle expliquait en détail que l'un d'eux avait été si insistant qu'il avait caressé les genoux contre son gré. Elle s'est interrogée à haute voix sur pourquoi il semblait impossible pour les personnes du sexe opposé d'être simplement amicales, sans que cela ne devienne autre chose et qu'ils ont du mal à accepter le fait qu'on leur dise non. Tu as beau leur dire non, ils vont quand même insister, pensant que potentiellement c'est un jeu, que haha, elle dit ça pour qu'on lui court après. Non. Non, ça veut simplement dire non. Ça veut dire je ne suis pas intéressé, laisse-moi tranquille. Mais malheureusement, certains refusent de le comprendre. Et ces paroles allaient s'avérer particulièrement troublantes à la lumière des événements à venir. Bien que la jeune femme extravertie et populaire ait initialement passé un bon moment, en réalité, le comportement troublant de 2 de ses collègues a clairement assombri la soirée. Avant de dormir, dans sa chambre, Jessie a pris son journal pour y exprimer toutes ses frustrations. Elle y a déploré qu'elle se sentait corrompue par certains hommes de sa vie qui, selon elle, confondaient sa nature amicale avec quelque chose de plus, romantique. Malgré tout, elle a conclu son récit de manière optimiste. « Je ne suis pas impuissante. Je vais reconnaître les problèmes et les affronter sans crainte. Que Dieu soit avec moi. » Après avoir écrit dans son journal, Jessie l'a fermé, s'est préparée
et surtout est allée se coucher. Un repos clairement bien mérité vu le week-end qu'elle venait de passer et la soirée qui avait suivi. À 8h le lendemain matin, Buck est parti travailler à la clinique tandis que Joy est restée un peu à la maison pour s'occuper de quelques tâches ménagères. À un moment donné, vers 8h05, Joy est entrée dans la chambre de sa fille pour voir si tout allait bien. Elle s'est approchée du lit où reposait Jessie et a vu que celle-ci dormait à point fermé. Après le week-end qu'elle a eu, Jess avait fortement besoin de se reposer, alors Joy l'a simplement laissé dormir et est partie travailler, laissant Jessie seule à la maison. Joy a quitté la maison à 8h15 et n'a pas verrouillé la porte d'entrée en s'en allant, rien de surprenant puisque peu de personnes le faisaient dans ce quartier très calme où l'on se sent en sécurité. Vers 12h20, Joy est rentrée chez elle pour son déjeuner. Elle n'a pas mangé à la clinique parce qu'elle voulait passer un peu de temps avant que Jessie ne parte pour sa leçon. Toutefois, en pénétrant dans la maison, elle a remarqué que Jessie ne s'était toujours pas levée. Étrange, sachant qu'un élève de piano devait arriver très prochainement pour sa leçon, Joy était plus qu'étonnée de ne pas entendre un seul bruit de la chambre de sa fille dans toute la maison, alors que cette dernière n'a jamais été en retard pour un rendez-vous. Sans attendre, sa mère s'est rendue dans la chambre de Jessie afin de la réveiller. Elle a ouvert la porte de la chambre et à l'appel de son nom, Jessie n'a émis aucune réponse. Pensant qu'elle était simplement fatiguée des activités de la nuit précédente, Joy s'est approchée doucement du lit, elle a secoué l'épaule de sa fille, doucement bien sûr, mais cette dernière ne réagissait pas. Et au toucher, la froideur de la peau sous sa main a provoqué des frissons le long de sa colonne vertébrale. En dégageant les couvertures pour mieux voir, elle a été saisie par le teint bleuâtre qui enveloppait les traits délicats de la jeune femme de 19 ans. L'horreur de la situation s'est alors imposée à Joy, tandis que son esprit luttait pour comprendre ce qu'elle était en train de voir. En observant les cheveux et les vêtements de nuit trempés de Jessie, elle a réalisé que quelque chose de terrible s'était produit. Remplie de peur et d'angoisse, Joy a immédiatement appelé le 911 ainsi que son mari pour leur dire qu'elle craignait que Jessie soit morte. Il était 12h35 lorsque Joy était en ligne avec le répartiteur du 911, leur transmettant tout ce qui était en train de se passer. Elle a dit que sa fille était bleue, qu'elle est allée la réveiller et qu'elle était entrée depuis 15 minutes environ à la maison pour le déjeuner et que sa fille ne se réveillait pas. Vous vous en doutez, Joy était en panique au téléphone, on pouvait l'entendre crier « Oh mon Dieu !» en boucle, en espérant que ce ne soit qu'un vilain cauchemar. Un vilain et terrible cauchemar. Le répartiteur demandait à la mère de famille si Jessie respirait, et Joy répondait en disant qu'elle ne savait pas, avant de répondre finalement que non après avoir vérifié, sa fille ne respirait plus, et qu'en plus de ça, elle était froide. Sans attendre, le répartiteur a dit à Joy d'effectuer un massage cardiaque, et c'est à ce moment-là qu'elle a déclaré au répartiteur que le pantalon de sa fille était trempé, et qu'en plus de ça, Jessie avait des marques ressemblant à des traces d'étranglement sur son cou. En attendant que les secours arrivent, le répartiteur a demandé à Joy de commencer les compressions thoraciques. Chaque seconde compte, alors à ce moment-là, Joy a rapidement déplacé le corps sans vie de Jessie du lit vers le sol, puisqu'il avait besoin d'une surface stable pour effectuer la réanimation cardiaque. Avec les mains tremblantes et un stress inimaginable, Joy a placé ses mains sur la poitrine de sa fille et a commencé le massage cardiaque. Ce qui me brise d'autant plus le cœur, c'est qu'à cet instant, Joy a regardé sa fille sans vie et on pouvait l'entendre lors de l'appel au 911 parler à cette dernière et lui demander ce qui lui était arrivé, qu'elle pouvait lui dire et de se réveiller. Ça me brise le cœur puisque elle était vraiment dans le déni. Et je peux comprendre, puisque même si ça n'a rien à voir, moi c'était par rapport à mon animal, lorsque malheureusement il est décédé, j'ai tenté de lui faire un petit massage cardiaque, de crier, de lui dire mais réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Et c'était déjà trop tard. Mais dans les moments-là, on est dans le déni. Ton cerveau n'arrive pas à accepter la chose, que c'est fini. Et pour cette mère de famille, ça lui a fait ça, mais avec sa fille. Ça devait être tellement horrible, et ça me brise le cœur rien que d'imaginer cette scène. À ce moment-là, la mère de famille a réalisé que sa fille n'allait plus se réveiller. Son unique enfant était parti, et Joy ne savait ni comment, ni qui, ni pourquoi on lui avait fait du mal, mais elle savait que Jessie ne respirait plus,
et je n'ose imaginer la souffrance que cette femme a dû ressentir à cet instant. Pendant qu'elle attendait l'arrivée des secours et de son mari, ses yeux sont restés fixés sur les marques d'étranglement qui étaient évidentes sur le cou de sa fille. Bien qu'elle ait trouvé la pensée impossible à concevoir, elle se rendait lentement compte qu'un monstre avait pénétré à l'intérieur de leur maison ce matin-là et s'en était pris à son unique enfant. En quelques minutes seulement, la maison était envahie par les premiers intervenants. Pendant qu'ils sécurisaient la scène, Buck a rejoint sa femme dans ce cauchemar qui était désormais le leur, et alors que le couple observait les événements surréalistes se dérouler, ils ont découvert avec stupéfaction que Jessie avait très probablement été étranglée à mort. Les profondes abrasions sur ses poignets suggéraient qu'elle avait été également ligotée à un moment donné pendant ce terrible drame. Les enquêteurs ont rapidement déterminé les circonstances du drame, déclarant alors qu'un intrus avait pénétré dans la résidence tôt ce matin-là par une porte déverrouillée, profitant du départ de Joy pour le travail. Après s'être introduit dans la chambre de Jessie, l'intrus l'avait immobilisée en lui attachant les mains avant de la soumettre à un viol particulièrement brutal. Une fois son acte accompli, l'agresseur avait utilisé une ligature pour mettre fin à la vie de Jessie. L'hypothèse initiale était que le meurtrier était quelqu'un de connu de la famille, qui connaissait bien Jessie et la maison, et surtout, leur habitude de vie. Les détectives supposaient qu'une personne familière avec les habitudes des Blodgett aurait su qu'ils ne verrouillaient que rarement leurs portes, pensant que ce n'était pas nécessaire dans un quartier où les crimes étaient pratiquement inexistants. De plus, il était révélateur que l'assaillant qui s'était introduit dans la maison ce matin-là, sans invitation préalable, savait que Jessie était seule entre 8h du matin et midi, lui laissant ainsi tout le temps nécessaire pour exercer son plan mortel. Dès le départ, les enquêteurs se sont alors penchés sur le journal de Jessie, espérant y trouver une mention de quelqu'un dans son cercle intime ou extérieur dont elle aurait pu éventuellement avoir peur, se méfier ou avec qui elle aurait eu des altercations, bref, n'importe quoi qui pourrait les aider. Lorsqu'ils sont tombés sur les notes de la veille, détaillant l'agression subie de la part des acteurs la nuit précédente, ils ont immédiatement convoqué ces personnes pour un interrogatoire. Chose d'autant plus surprenante, étant la découverte que l'un d'eux avait carrément annulé son travail le lundi matin, ce qui a brusquement accentué l'intérêt des policiers pour lui. Lorsqu'ils ont interrogé l'homme en question, ce dernier a admis qu'il avait, en effet, selon ses propres termes, franchi des limites, mais il a soutenu qu'il n'avait pas du tout l'intention de nuire à la jeune femme, et après avoir fourni aux détectives un solide alibi pour la matinée du drame, il a été disculpé de tout acte répréhensible. Pour être totalement exhaustif, les enquêteurs ont rapidement interrogé l'autre fêtard qui avait mis Jessie mal à l'aise la veille du drame. Lui aussi a également et très rapidement été écarté de la liste des suspects de par son alibi. Avec ces deux personnes d'intérêt prometteuses écartées, les enquêteurs ont décidé d'élargir leur champ de recherche dans leur quête de capturer le tueur. Dans ce qui semblait être initialement un incident sans lien, 3 jours avant le meurtre de Jessie, une jeune femme nommée Melissa Hessler promenait son chien dans un parc naturel de Richfield à proximité lorsqu'elle a été attaquée par un inconnu armé d'un couteau. Melissa se souvient que lorsqu'elle et son chien passaient devant une camionnette garée dans la zone des visiteurs, un homme avait surgi de nulle part et l'avait attaquée par derrière. Alors que l'assaillant brandissait un couteau et tendait de la poignarder, elle avait par chance réussi à saisir la lame et avait refusé de la lâcher. Les deux se sont alors battus pour le contrôle de l'arme pendant un certain temps avant que Melissa ne puisse finalement la lui arracher des mains. Quand l'homme a réalisé que sa cible avait repris le dessus, l'agresseur potentiel a paniqué et lui a simplement demandé s'il pouvait partir et qu'ils en restent là. Stupéfaite par cette demande absurde, Melissa lui a fait savoir qu'il n'allait aller nulle part et immédiatement, elle a contacté la police. Malheureusement, elle n'a pas réussi à l'empêcher de courir vers son véhicule et de s'enfuir comme un lâche à toute allure, même si elle a réussi à garder le couteau avec elle. Lorsque les agents de police sont arrivés sur les lieux de l'attaque, ils ont été choqués par l'état des mains de Melissa, qui était coupée à de nombreux endroits, que ce soit les paumes, l'extérieur de la main ou encore les doigts, par la lame du couteau alors qu'elle luttait pour sa propre vie.
Malgré le traumatisme de ces événements, Melissa est parvenue à garder son sang-froid et ainsi fournir une description remarquablement détaillée de son agresseur. Elle s'est rappelé qu'il était un homme blanc aux cheveux blonds sableux, à la peau pâle, âgé de 18 à 20 ans, mesurant environ 1,90 m, pesant environ 95 kg et portant un short à carreaux. Melissa a également pu fournir la couleur, la marque et le modèle du véhicule qu'il conduisait, un Dodge Caravan bleu foncé, de modèle plus ancien. Après avoir donné sa déposition, elle a rapidement été transportée à l'hôpital le plus proche pour soigner ses blessures. Au total, pour cette pauvre jeune femme, il a fallu 15 points de suture pour refermer ses blessures sur ses mains. Lorsque la description de l'agresseur et de son véhicule ont été partagées avec d'autres organismes d'application de la loi du district, un agent qui patrouillait régulièrement le parc s'est présenté en affirmant qu'il était sûr et certain d'avoir vu la camionnette au même endroit quelques semaines plus tôt. Bien que le conducteur ne fasse techniquement rien de répréhensible par la loi, quelque chose à son sujet l'avait mis mal à l'aise et il avait pris soin de se souvenir de ce dernier. Par mesure de précaution, il avait relevé les plaques, ce qui signifiait que le nom du propriétaire était maintenant enregistré. Lorsque les enquêteurs dans l'affaire de Melissa ont suivi cette piste plus que prometteuse, ils ont été plus que déçus de découvrir que le propriétaire de cette camionnette était en fait un homme d'âge moyen qui ne correspondait pas du tout au profil de l'agresseur. Cependant, lorsqu'ils ont découvert qu'il avait un fils d'une vingtaine d'années, ils ont estimé qu'il pourrait éventuellement être malgré tout sur la bonne piste et de toute façon, toutes les pistes étaient bonnes à prendre pour attraper ce coupable. Lorsque les détectives se sont entretenus avec le propriétaire enregistré de la camionnette, ils ont découvert qu'il était une source précieuse d'informations. Après s'être offert à aider de toutes les manières possibles, il a informé les enquêteurs que son fils, Daniel, âgé de 20 ans, conduisait souvent la camionnette. Leur intérêt pour le jeune homme s'est encore plus accentué lorsqu'ils ont appris que ce dernier, aux cheveux blonds, mesurait 1,85 m et pesait 85 kg. Le jeune homme, Daniel Bartlett, n'était pas non plus n'importe qui, et vous allez vite vous en souvenir si vous avez déjà oublié ce protagoniste dans cette affaire. Bien que Daniel Bartlett ne soit pas chez lui à ce moment-là, son père avait fourni au détective son numéro de téléphone portable afin de dissiper tout malentendu sans plus tarder. Dans une étrange coïncidence, qui n'avait pas semblé particulièrement significative à l'époque, lorsqu'ils ont atteint leur suspect potentiel, il assistait à une veillée pour Jesse Blodgett chez ses parents. Il s'est avéré que, rappelez-vous au début de cette affaire, Daniel et Jesse avaient été camarades de classe au lycée et étaient même sortis brièvement ensemble pendant 3 mois. Bien que leur relation amoureuse n'avait pas fonctionné, leur amitié avait plus que survécu à cette rupture et même bien après l'obtention de leur diplôme. Unis en partie par leur amour mutuel du théâtre et de la musique, le couple était finalement devenu des meilleurs amis. D'autres personnes présentes le jour du mémorial de Jesse se sont souvenues d'avoir vu Daniel prendre un appel de la police. Après avoir mis fin à la communication, il avait annoncé d'une manière complètement nonchalante au groupe de personnes en deuil qu'il devait aller rencontrer les détectives à propos de quelque chose, sans préciser la vraie nature de cet entretien. Avant de partir, il avait fait un dernier câlin à Joy et Buck, a séché ses larmes, et est sorti de la maison avec toutes leurs bénédictions. De leur côté, les détectives ont été frappés par le fait que Daniel n'avait pas demandé aux agents qui l'avaient téléphoné pourquoi est-ce qu'il voulait lui parler, comme s'il savait déjà la raison, finalement. D'après leur expérience, il était vraiment inhabituel que quelqu'un accepte de venir au poste se faire interroger sans même savoir pourquoi il devait venir. Bien que son manque surprenant de curiosité n'est certainement pas un crime, ça c'est sûr, ça a tout de même mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Dès que Daniel est arrivé au poste et s'est assis avec les agents, les policiers ont directement été droit au but, lui demandant où il se trouvait le matin où Melissa était attaquée. Son alibi était qu'il avait passé toute la journée avec son ami Jesse Blodgett qui, tragiquement, était maintenant décédé. La belle affaire, finalement, ce meurtre l'arrangeait bien. Profitant de cette occasion inattendue,
Les détectives lui ont demandé ce qu'il savait, éventuellement, des événements qui avaient eu lieu dans la maison des Blodgett ce lundi matin. Sans perdre de temps, il a répondu directement que Jessie avait été violée et assassinée dans sa chambre. Alors que les enquêteurs écoutaient le jeune homme parler, ils n'ont pas pu s'empêcher de remarquer qu'il avait de multiples coupures et abrasions sur ses mains, ainsi que ses bras, des blessures qui en plus de ça semblaient quand même fraîches. Lorsqu'ils se sont renseignés sur la nature de ces blessures, il a simplement déclaré qu'il les avait à la suite d'un accident mineur au travail. Toutefois, ce que les détectives savaient, mais que Daniel ne savait pas, c'est que son père leur avait déjà parlé, et qu'il avait dit que ce dernier était au chômage. Après l'avoir attrapé dans un mensonge flagrant, ils en ont profité pour lui mettre un peu la pression pour que celui-ci craque et avoue tout ce qu'il avait à avouer aux enquêteurs. Après mûre réflexion, Daniel s'est soudainement souvenu, comme par hasard, qu'il s'était finalement coupé la main et l'avant-bras dans un accident de cuisine. Plus que sceptique également de cette histoire, les enquêteurs lui ont fait savoir, en termes clairs, que sa faible tentative d'explication ne semblait pas du tout vraie. Après tout, il n'y avait aucune honte à être un chef maladroit, qui se coupe en faisant à manger, et par conséquent, aucune raison de mentir. Alors pourquoi l'avoir fait la première fois ? C'est après avoir pris une profonde respiration que Daniel a finalement avoué l'attaque contre Melissa. Il a expliqué son geste en disant qu'il allait souvent au parc pour pouvoir écrire en paix. Il semblait qu'il travaillait sur un roman depuis déjà plusieurs années et il trouvait le cadre propice à sa créativité. Bon, soit. Daniel a expliqué que souvent, lorsque ses parents pensaient qu'il était à l'école ou au travail, eh bien en réalité il était assis dans la camionnette à regarder les gens passer tout en travaillant ce qu'il envisageait être son magnum opus. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait décidé à attaquer une jeune femme innocente qui passait juste par là pour promener son chien, la froideur de sa réponse avait refroidi toute la salle d'interrogatoire, puisque selon lui, il avait simplement voulu effrayer quelqu'un. En tant que jeune homme qui avait décroché de l'université, sans emploi, sans plan pour l'avenir, il a expliqué qu'il avait été tellement effrayé par le monde qui l'entourait qu'il voulait libérer sa peur croissante sur quelqu'un d'autre, comme ça de manière totalement gratuite. Avec ses aveux en main, les détectives ont mis Daniel en état d'arrestation pour agression aggravée dans le cadre de l'affaire de Melissa. Mais alors quel est le rapport, vous allez me dire, avec Jessie Blodgett ? Ne vous inquiétez pas, on y vient petit à petit, chaque chose en son temps. Bien que les agents savaient à présent qu'il avait été proche de Jessie Blodgett, ils n'avaient pour le moment aucune raison de croire que son meurtre et l'attaque dans le parc étaient liés. Mais ils le feront bientôt. Étant donné que l'entretien avec Daniel avait eu lieu au début de l'enquête sur l'homicide de Jessie, les détectives travaillant sur l'affaire de Melissa n'étaient pas au courant que Jessie avait été violée. Alors qu'ils étaient dans l'obscurité et le flou quant à cette affaire, le jeune homme qu'ils interrogeaient au sujet d'une question complètement différente avait facilement offert cette information importante. Étant donné que seul l'auteur aurait été au courant de l'agression sexuelle, puisque ce n'était pas sorti aux informations, bref, personne ne le savait à part l'agresseur, le fait que Daniel le savait l'avait mis tout en haut de la liste des suspects une fois que les résultats de l'autopsie ont été mis à la disposition des membres des forces de l'ordre. Lorsqu'il a été interrogé sur le meurtre de Jessie, Dan avait nié toute implication, ce qui n'était finalement une surprise pour personne. Après avoir obtenu un mandat pour fouiller ses effets personnels, les enquêteurs ont trouvé des images plus que troublantes sur son ordinateur qui leur avaient permis d'examiner le fonctionnement intérieur et surtout extrêmement sombre de son esprit. Entre autres choses, il avait régulièrement cherché des documents relatifs aux tueurs en série, à leur méthode, et de manière inquiétante, il avait également cherché des snuff movies et vidéos sur le dark web qui montreraient une victime, généralement une femme, violée et assassinée en direct devant des caméras. Diverses autres images pornographiques ont été trouvées sur ces appareils électroniques, dont beaucoup représentaient la violence à l'égard des femmes. Dans l'une des vidéos qu'il avait regardées, on voit une femme violée, puis étranglée par un tueur, qui lave ensuite son corps et la place une nouvelle fois dans son lit, la couvrant d'une couverture, comme si cette dernière ne faisait que dormir. Il n'a pas fallu longtemps pour les détectives pour comprendre que les actes écœurants dépeints sur l'écran
reflétait étrangement ce qui était arrivé à la jeune Jessie Blodgett, âgée de 19 ans, qui venait d'être retrouvée assassinée chez elle très peu de temps auparavant. Même lorsqu'il a été confronté à cette preuve accablante, Daniel a refusé d'avouer le crime. Cependant, il a modifié son histoire. Maintenant, au lieu d'être des amis proches, il a affirmé que lui et Jessie avaient décidé de raviver leur relation amoureuse, de raviver la flamme qui s'était éteinte entre eux il y a déjà plus de 4 ans de ça, dans les semaines qui ont précédé sa mort. Après tout, pourquoi pas? C'est possible. Combien de fois nous avons vu des personnes qui se sont retrouvées 5 ans, 10 ans, parfois même 20, 30 ans après leur séparation? Ça existe. Là-dessus, on peut pas forcément remettre sa parole en doute. Mais c'est littéralement toute l'histoire de Daniel qu'on va remettre en doute. Nous, vous et moi savons très bien qu'il ment. Il a expliqué qu'il n'avait rien voulu dire auparavant par respect pour sa petite amie actuelle. Oui, parce qu'en plus de ça, il avait une petite amie qui ne savait pas qu'il voyait quelqu'un d'autre. Bon, ça, on s'en doute également. Daniel avait ensuite déclaré qu'il avait dit à ses parents qu'il allait travailler le matin du meurtre, alors qu'en réalité, il avait passé la majeure partie de la journée à écrire à Wood Lane Union Park, ou alors même à conduire sans but. Oui, parce qu'à l'époque, l'essence, ça coûtait pas aussi cher qu'aujourd'hui. Lorsque les détectives ont vérifié les images de vidéosurveillance prises au parc, cela a confirmé qu'il avait été sur le terrain le 15 juillet. Pour une fois, il semblait qu'il avait dit la vérité. Pour une fois. Et d'ailleurs, c'est ce qui va très clairement le trahir. Sur une intuition, les enquêteurs avaient rendu une petite visite dans le parc où ils avaient fouillé toutes les poubelles à la recherche de preuves potentielles. Très intelligent. À l'intérieur de l'une des poubelles, ils ont trouvé une boîte de céréales contenant un bâillon avec une balle, donc ce dispositif souvent utilisé dans le BDSM pour étouffer les cris du porteur, des ligatures et plusieurs lingettes désinfectantes imbibées de sang. Des longueurs de cordes ont également été découvertes parmi les déchets qui ont ensuite été appareillés aux marques sur le cou de Jessie. Avec l'affaire contre Daniel Bartelt qui s'est réchauffée de minute en minute, un mandat de perquisition a été exécuté sur la résidence de sa famille. En plus de trouver encore plus de cordes dans le garage, les enquêteurs ont trouvé du ruban adhésif sur les conduits d'air qui correspondaient, étrangement, aux échantillons jetés que Joy a découverts sur le lit de sa fille dans les jours qui ont suivi le meurtre, ainsi que des bandes récupérées sur la scène de l'enlèvement bâclé de Melissa Etzler. Lorsque les différents morceaux de ruban adhésif ont été examinés par des experts en médecine légale, ils ont été constatés qu'ils étaient recouverts des empreintes digitales de Dan. Les preuves recueillies ont brossé une image terrifiante des derniers moments de Jessie. D'après tout ce qu'ils ont pu recueillir, les détectives étaient convaincus que Daniel était entré dans la résidence très peu de temps après le départ de Joy pour le travail. Une fois à l'intérieur, il s'était glissé jusqu'à la chambre de Jessie où il l'avait ligotée et lui avait placé un bâillon dans sa bouche afin que cette dernière ne puisse plus crier, la fixant même avec du ruban adhésif. Ensuite, il l'avait violée avec une brutalité sans nom avant de l'étrangler à mort avec une corde qu'il avait apportée dans ce but bien précis. Pour lui, dès le départ, avant même d'entrer dans cette maison, il savait très exactement ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait la violer, la bâillonner, la ligoter et également la tuer. Hors de question pour lui de la laisser en vie. Quand il était sûr que la jeune femme était bien morte, il lui avait lavé les cheveux, ainsi que le corps, dans le but de détruire toutes les preuves possibles. Après l'avoir remise au lit et l'avoir recouverte d'une couverture, il s'était rendu au parc pour se débarrasser de tous les outils qu'il avait utilisés pendant son crime. Il ne savait pas que l'alibi qu'il avait fourni conduirait à sa perte lorsqu'il a été découvert que les articles étaient toujours dans les poubelles du parc quelques jours plus tard. Pour consolider l'affaire contre lui, l'ADN de Daniel correspondait aux échantillons prélevés dans le kit de viol de Jessie, ainsi qu'à ceux qui avaient été grattés sous ses ongles. Pour marteler le dernier clou dans son cercueil, il a été confirmé que son ADN et celui de sa victime étaient présents sur les ligatures. Daniel Bartelt, qui était un ami de longue date de Jessie Blodgett, qui était même son ex-petite amie, avec qui ils ont passé des années, des heures
ensemble à créer de la musique, à passer des beaux moments, à tisser des liens, à avoir des débats animés, l'a assassiné. Il a assassiné cette amie qu'il avait depuis tant de temps. Et cette jeune femme, j'espère pour elle qu'avant de mourir, elle n'avait pas vu le visage de son agresseur. J'espère qu'elle n'a jamais su que c'était son ami qui s'en était pris à elle, parce que ça devait être encore plus atroce. Encore plus atroce de se rendre compte de la trahison qu'elle venait de vivre. Le 31 juillet 2013, Daniel Bartelt a été officiellement accusé de l'homicide volontaire au premier degré de Jesse Blodgett et de son viol. En outre, il a également été jugé pour tentative de meurtre au premier degré, mise en danger téméraire au premier degré et tentative d'enlèvement en relation avec l'attaque contre Melissa. Le 14 octobre 2014, un jury a délibéré pendant 3 heures avant de déclarer Daniel coupable du meurtre de Jesse. Il a été ensuite condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, et c'était vraiment une victoire pour la famille de la victime, ainsi que pour le procureur qui a décrit l'accusé comme l'un des criminels les plus dangereux qu'il n'ait jamais rencontré. Lorsque Daniel a eu l'occasion de parler lors de sa condamnation, il en a profité pour plaider son innocence, disant à la famille de Jesse qui, eux, l'avaient toujours traité comme un fils, qu'ils l'avaient hébergé à de plusieurs reprises, qu'ils l'avaient invité à leur table, qui leur faisaient confiance, à qui ils ont fait une accolade et séché les larmes lors du mémorial de leur fille que l'homme avait assassinée. Il leur a déclaré que l'uniforme de prison et les menottes ne le rendaient pas pour autant coupable. Il ne s'est pas excusé, même si le père de Jesse lui a pardonné en audience pour ses actes indicibles. En échange de plaider coupable aux accusations de tentative d'enlèvement et d'assassinat de Melissa Hetzler, Daniel a été condamné à 5 ans de prison, avec 5 ans de supervision complémentaire pour faire bonne mesure. Heureusement, puisqu'il ne marchera plus jamais dans les rues en tant qu'homme libre, ses déterminations étaient plus ou moins symboliques, surtout pour faire du bien à Melissa, pour qu'elle se rende compte que ses paroles ont tout pris en compte et qu'elle aussi avait le droit à ce que son accusé, son agresseur, soit condamné pour ce qu'il lui avait fait, quand bien même il était de toute façon condamné à la prison à vie à cause de l'affaire de Jesse Blodgett. En septembre 2017, Daniel a eu l'audace de faire appel du verdict dans l'affaire de Jesse devant la Cour suprême du Wisconsin, au motif qu'il avait fourni des informations en détective qui ont ensuite été utilisées contre lui sans qu'un avocat ne soit présent. Après avoir effectué un examen minutieux des tactiques utilisées par les enquêteurs au cours de leur recherche de réponse à la mort de Jesse Blodgett, le tribunal a confirmé le verdict de culpabilité de l'accusé. Hop, et un appel rejeté. Depuis le mois d'août 2023, il est logé au centre correctionnel de Waupun, à West Bend, dans le Wisconsin, où il restera, sauf imprévu, pour le reste de sa vie, et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Les détails macabres de l'événement survenu dans la chambre de Jesse ce matin tragique resteront vraisemblablement enfuis dans l'obscurité. Il est indéniable que la terreur qui a enveloppé Jesse lorsqu'elle a réalisé qu'elle était aux mains de quelqu'un qu'elle aimait et en qui elle avait profondément confiance était incommensurable. Et encore une fois, j'espère sincèrement qu'elle n'ait jamais aperçu son visage. Malgré les nombreuses heures passées ensemble au fil des ans, elle ne l'avait jamais réellement connu. La vie de Jesse s'est éteinte tragiquement, mais chaque instant qu'elle a vécu sur cette terre a été vécu avec intensité. Dotée d'un talent musical inné et d'une polyvalence artistique, elle envisageait de poursuivre une carrière dans les arts, et elle l'aurait largement mérité. En tant qu'institutrice de piano et de violon pour enfants, elle a également partagé sa passion avec ses élèves, inspirant tant d'entre eux et leurs parents avec sa gentillesse et sa patience. Sa bonté innée et sa patience avaient fait être plus qu'aimée par ses élèves et leurs parents. Au-delà de sa passion pour la musique, Jessie était une militante passionnée pour des causes telles que les droits des animaux et la protection de l'environnement. Elle s'opposait fermement à l'intimidation à l'école et était une voix forte contre la violence domestique, en particulier chez les jeunes. Bien qu'elle n'ait pas pu voir ses rêves de changement social se réaliser de son vivant, ses proches sont déterminés à ce que sa mémoire ne soit pas vaine. En 2016, son père, Buck, a fondé le projet Love Hate en son honneur. L'objectif de cette organisation est de mettre fin à la violence entre hommes et femmes
en promouvant l'amour plutôt que la haine à travers des programmes éducatifs et sociaux visant à enseigner aux personnes ayant des tendances agressives des moyens plus constructifs de canaliser leur énergie. Malheureusement, la véritable portée du potentiel de Jessie restera inconnue, étouffée par les actions d'une personne qui avait semblé être une amie, mais qui s'était révélée, en réalité, être son pire ennemi. C'est de cette manière que se termine l'affaire du Jessie Blodgett. Cette affaire m'a énormément touché et j'espère que vous aussi. Cette jeune femme ne méritait clairement pas un tel avenir. Elle méritait de vivre une vie grandiose, tout comme ses compétences. Elle méritait de pouvoir, tout comme elle le souhaitait, changer le monde, ou du moins pouvoir changer la vie de ceux qui croisaient son chemin. Évidemment, Jessie n'aurait pas été en capacité de changer le monde. Le monde est tel qu'il est, avec ses parts d'ombre, on le sait, et on doit faire avec. Mais potentiellement que, en croisant certains chemins, en croisant certains regards et en tendant certaines mains à certaines personnes, elle aurait pu changer plusieurs destins. Cette jeune femme, qui était une jeune femme passionnée, ouverte d'esprit, qui avait tant de choses à offrir au monde, est morte des mains d'un homme en qui elle faisait confiance, avec qui elle avait partagé des moments intimes, avec qui elle avait écrit des musiques, des mélodies, composé tant de morceaux qui, aux yeux du monde, étaient magnifiques. Et personne ne mérite de se faire trahir de la sorte. J'espère, à travers cette vidéo, vous avoir fait un peu plus découvrir Jessie Blodgett. Je sais que cette affaire a déjà été traitée, mais j'espère qu'à travers mon récit, vous avez ressenti toute la bonté, la bienveillance et tout l'amour que Jessie avait apporté à ce monde. J'espère que cette affaire était aussi inconnue pour vous, et si ce n'est pas le cas, au moins vous avez pu la redécouvrir à mes côtés, et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à nous soutenir en mettant un petit like, ça nous aide énormément, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et surtout si le contenu de notre chaîne vous plaît, et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, Un Gars Banal, ou sur YouTube sur ma chaîne personnelle qui se nomme aussi Un Gars Banal, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En vous souhaitant une bonne soirée, à très bientôt, ciao.